table des femmes. Bonsoir, bienvenue à la table des femmes. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la table des femmes. Cheers on that. T'as commencé, hein? Notre petite gorgée habituelle. Donc, ok, c'est bon. Donc, notre invité spécial est Ricardo Gustave. Oui. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à la table des femmes. Donc, on va parler du sujet du profilage racial. Mais avant d'entamer le sujet, j'aimerais ça que tu prennes un peu de temps pour nous parler de toi. Qu'est-ce que j'ai à dire à propos de moi? Sinon, moi je suis Ricardo Gustave et je suis candidat à la maîtrise en sociologie à l'UQAM. Et puis je suis chargé de projet mobilisation citoyenne et territoriale à parole d'exclus. Sinon, je m'implique aussi un peu dans la politique. Je suis coordonnateur de l'association de Québec solidaire dans Bourassa Sauvé, qui est ma circonscription. Je suis aussi le secrétaire. Et sinon, j'ai d'autres implications. Je viens tout juste d'être élu sur le CIA, le conseil administratif de Alternative, qui est une organisation de coopération internationale. Et récemment, je viens de faire partie du comité exécutif. Sinon, j'ai quelques implications passées par là et aussi dans ma communauté. On a un groupe assez critique de la diaspora qui critique ce qui se passe en Haïti au niveau politique aussi. Donc, grosso modo, c'est un peu ça, quoi. Oh, super! C'est bien. Ouais, en effet. Je me sens quasiment mal de vouloir faire un résumé de moi-même après ça. Mais on essaie tout de donner un peu de la façon qu'on peut. Hein? Est-ce que le profilage racial est vraiment un sujet qui vient te toucher? Oui, en effet, oui. C'est un sujet, en tout cas c'est un enjeu qui me concerne particulièrement, mais aussi qui concerne la communauté en général et la société aussi québécoise et aussi en général. Et je crois que c'est, étant donné qu'il y a une sorte de momentum, et je trouve que c'est très intéressant d'en parler maintenant, aujourd'hui, et je trouve l'initiative ici à la table des femmes de m'inviter sur cette question est vraiment géniale. Super! Mais en parlant de tout ça, je vais parler d'un article qui a été partagé le journal de Le Devoir. Donc, un rapport publié récemment sur les interpellations policières dans la ville de Montréal permet de constater que les minorités visibles, les autochtones et les noirs, notamment, sont 4 à 5 fois plus à risque que les personnes blanches de se faire arrêter. Que pensez-vous de cette conclusion, de ce rapport? Ça ne m'étonne pas tant que ça, à vrai dire. Et c'est peut-être un peu brutal de le dire ainsi, mais ça ne m'étonne pas tant que ça, dans la mesure où il y a plusieurs rapports dans le passé qui ont déjà montré qu'il y a un rapport problématique entre les agents du SPVM et certaines communautés, surtout la communauté noire, communauté racisée. Et ce que le rapport fait, c'est de mettre à jour, mettre en lumière les disparités dans les discriminations qui existent. Et on voit aussi, c'est 4 à 5 fois qu'une personne qui appartient à la minorité, à la communauté noire, a 4 fois plus de chances de se faire interpeller. Ce que le rapport montre, c'est de chiffrer un peu les choses, ce qu'on avait du mal à avoir, parce que quand on dit que mais non, il y a du profilage racial, mais on nous dit toujours mais il n'y a pas de chiffre, donc ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas de statistiques. Et là, ce que le rapport vient de faire, c'est de chiffrer cette réalité, mettre sur cette réalité, mais aussi de faire des propositions qui me semblent, en tout cas, assez intéressantes. Puis vous, Kais? Ben moi, je pense que c'est totalement vrai, là, parce que je veux pas, pour habiter à Montréal-Nord, pour avoir vécu moi-même, tu sais, je veux dire,
un peu de profilage. Je veux dire, des fois qu'on était 2-3 mois dans une voiture, ben, on pouvait se faire arrêter, puis se faire poser des questions. Ah, mais les gars, comment ça se fait que vous avez ce genre de voiture-là? Comment vous faites pour vous payer ce genre de voiture-là? Tu sais, des choses qui peuvent vraiment venir te toucher à l'intérieur. Moi, je pense que c'est vrai que, et maintenant, on fait juste mettre un chiffre sur une réalité que plusieurs personnes vivent dans le quartier. Je pense que c'est totalement vrai. Et l'un des objectifs du rapport aussi, c'est ça, c'est de permettre en fait de donner des outils pour qu'on puisse quantifier. Pour contrer, quantifier, mais aussi contrer. Ouais. Moi, je rejoins les deux hommes ici, puis effectivement, c'est un phénomène, un enjeu qui est là. Puis si on est rendu à émettre des chiffres, c'est parce que c'est existant. Et on veut justement dénoncer ça et mettre des moyens pour que ça n'existe plus finalement. Puis j'ai posé la question à tout le monde, parce que des fois il y a des gens qui sont écœurés, ils disent pourquoi on parle tout le temps de profilage racial, tout le temps. Est-ce que vous croyez que pour de vrai on parle tout le temps de ça autant? Ben, on en parle parce que ça existe, là, parce que c'est une réalité. Tu veux dire, mais pourquoi le monde est tanné? Pourquoi il y a des gens qui vont dire on en parle tout le temps, ils le voient pas? Mais c'est qui en parle? Moi j'ai pas entendu ou vu là qui dit on est tanné ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est comme si je prends l'exemple de la violence conjugale par exemple, on en parle et on reparle parce que c'est existant, parce que c'est une réalité, parce que c'est présent et c'est un phénomène qui se répète, tout comme le profilage racial, c'est un phénomène qui est présent, donc on en parle pour dénoncer. Pour moi, c'est comme ça que je le nommerai. Mais moi, j'ai plutôt tendance à inverser la question. Pourquoi, en tout cas, pour moi, la question, ce serait de dire que, mais pourquoi il ne faudrait pas en parler? Si on en parle, c'est parce que ça existe. Exactement. Il y a quelque chose qui doit être fait. Et je pense que ce n'est pas comme une affaire de la communauté noire seulement. Donc, quand on parle de profilage racial, c'est rapport à la police, c'est rapport des Noirs à l'espace public, et c'est rapport de la communauté noire ou des communautés racisées en général aux autres communautés. Oui, c'est ça, plus communautés racisées. Et puis, si on veut construire une société harmonieuse, je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler. Ce n'est pas de ne pas en parler qui fait que ça n'existe pas. Il faut en parler, il faut qu'on puisse résoudre le problème. Pour dénoncer finalement et trouver des moyens, trouver des outils pour contrer tout ça. Mais je pense que, tu sais, souvent, nous, quand on est les jeunes noirs, quand on parle de ce genre de sujet-là, on nous victimise souvent. Et souvent, on va nous dire, ah ben, tu sais, pauvres jeunes noirs qui parlent de ce genre de sujet-là, ou bien, ah ben, on le sait, vous vivez toujours ce genre de choses-là. Mais arrivé à un certain moment donné, c'est pas parce que les gens nous posent en victime que dénoncer quelque chose, quand on l'énonce, c'est pour dire que ça nous fait du mal, que ça nous fait pas du bien, qu'on a un préjudice qu'on vit par rapport à une situation X ou Y, venant de la police, venant d'une tierce personne qui est en autorité sur nous. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est bien de le dire, c'est bien de dénoncer, pour aussi que d'autres personnes, des jeunes, des plus jeunes, ou des personnes âgées de notre communauté n'aient pas à vivre, n'aient pas à être victimes de ce genre de profilage racial-là. C'est plate parce que je dis des personnes âgées, moi je pense que, en tout cas, encore là, je parle de... c'est mon opinion à moi. Là. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vivent beaucoup plus le profilage racial que des personnes un peu plus âgées qui vont vivre le profilage racial. Bon, en tout cas, ils vont être plus au cœur du profilage racial parce que les jeunes sont plus portés des fois à flâner, à être à certaines places dans les rues, dans certaines voitures, dans les bibliothèques, dans les autobus. Donc, les jeunes sont plus propices à subir ce genre d'action-là. Donc, des fois aussi à le dénoncer plus fortement. Puis, lorsqu'on dénonce quelque chose, on vient déranger les gens. Puis, je pense que quand on dérange les gens, c'est pour ça que on parle souvent de profilage racial, on parle souvent de profilage racial, mais c'est parce qu'on dérange. Ça dérange de nommer des choses qui dérangent. C'est trop. Mais justement, moi j'avais une question par rapport à ce qu'il disait. Est-ce que quand on parle de profilage racial, on stigmate un profil de personnes, on va dire des jeunes, comme il disait, on va plus aller vers des jeunes que des personnes plus aînées, ou qui s'habillent d'une certaine façon. Le stylio. C'est ça, le style. Est-ce que c'est ce type de personnes-là précisément qui vont vivre le profilage racial, ou il y a d'autres types de personnes? Moi je dirais que oui et non. Oui, dans la mesure où effectivement il y a une tendance à cibler plus fortement des personnes qui ne s'habillent pas un style conventionnel. C'est ça, qui n'adoptent pas un style conventionnel. Mais
c'est tout à fait comme courant aussi qu'on interpelle des personnes qui sont comme dans la normale, qui s'habillent de manière normale, entre guillemets. On les interpelle parce qu'ils sont noirs. Et je trouve poser le problème en ces termes, en tout cas, c'est-à-dire de dire que ben, c'est parce que vous habillez d'une façon telle qui fait qu'on vous interpelle, c'est inverser en tout cas le problème. Donc, c'est de dire que le problème, c'est vous. C'est parce que vous vous habillez d'une telle manière qui fait que nous, on vous arrête, on vous interpelle. Donc, c'est de faire porter la charge à des personnes qui sont déjà dominées par un système, par un autre policier, de les faire porter la charge. Et je trouve que c'est pas comme ça qu'on résout un problème, à mon sens. Mais est-ce que, parce que là, pendant toute la discussion, je trouve qu'on a beaucoup mis l'emphase, merci, l'emphase sur les policiers. Est-ce que le profilage est véhiculé du policier envers la population ou envers le type de personne qu'on vise? Moi, je pense pas que ça vient juste du policier. Je pense que ça peut venir d'une tierce haute instance. Que la police de profilage peut venir du travail. Moi, souvent, lorsque j'arrivais dans le travail, je disais « Ah, Bert, mon gang de rue, mon gang de rue. » Mais pourquoi on me disait mon gang de rue? Pourquoi? Parce que premièrement, je m'habillais souvent avec une casquette, un hoodie. Je venais de Montréal-Nord, tu comprends? Je veux dire, mais ça, c'est du profilage. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les gens qui viennent de Montréal-Nord, quand tu es un jeune noir qui vient de Montréal-Nord, ben, tu fais partie des gangs de rue. Donc, le profilage vient de partout. Là. Le profilage ne vient pas juste des policiers. Le profilage vient d'une instance où on va coller une étiquette, où on va dire, ben oui, toi, du profil que tu viens de tel quartier, tel quartier, c'est un quartier où il y a beaucoup de délinquance. Vu qu'il y a beaucoup de délinquance, toi, tu viens de ce quartier-là, ben on colle l'étiquette qui vient avec. Pour moi, c'est ça du profilage. Ça ne peut pas venir juste des policiers, ça peut venir de différentes personnes, ça peut venir d'une tierce personne dans la rue, une personne âgée qui te voit arriver en tant que jeune noir, qui prend sa sacoche, qui la met en dessous d'elle. C'est une sorte de profilage. Pourquoi? Parce qu'elle t'a vu arriver, elle a dit ça se peut qu'il peut vouloir laisser un jeune. Même il y a aussi, c'est ça, il y a même aussi du profilage social. Et parce que, par exemple, si vous êtes dans la pauvreté, la police, si vous êtes un itinérant, par exemple, la police a tendance à vous maltraiter, que si vous portez un costume comme un homme d'affaires et tout, on va vous respecter. Là. Il n'y a pas seulement le profilage racial, mais il y a aussi le profilage social. On peut le décliner de diverses manières. Mais ce que vit en grande majorité la population, en tout cas noire à Montréal-Nord, la population racisée, il y a aussi une convergence de tous ces facteurs aussi. Il y a la pauvreté, c'est un quartier pauvre, un quartier déjà stigmatisé, et puis il y a des jeunes qui sont pauvres, qui n'ont pas... Sont déjà marginalisés par un système qui fait que, évidemment, ils sont la proie facile pour faire porter. Qu'on leur colle cette étiquette-là, qui stigmatise. C'est ça. Mais qu'est-ce qui différencie le profilage de la discrimination? Est-ce que ça va dans les deux sens alors? Oui, c'est un comportement discriminatoire, effectivement. Dans l'ensemble, par exemple, quand on parle de code vestimentaire, style vestimentaire, ben, si une personne blanche s'habille de la même manière qu'un noir, qu'on dit qu'il n'habille pas... qui n'est pas dans la catégorie comme conventionnelle, mais la police va avoir tendance à penser que ben, ce gars, parce qu'il est noir, on va l'arrêter ou on va l'interroger parce qu'il habille de cette façon-là. Donc même quand les policiers, quand un agent du SPVM dit que ben non, c'est plus un profilage vestimentaire parce qu'on pense que cette personne-là pourrait avoir des liens. Mais si on gratte un peu, si on va un peu plus plus avant dans la réflexion, il y a toujours en arrière-plan l'idée que ben, vous habillez de telle manière et vous êtes noir, donc vous faites partie d'un gang de rue. Alors que si c'est un blanc qui s'habille de cette manière-là, ben, il n'y a aucun problème, il n'y a absolument aucun souci. C'est exactement ce qui se passe aussi quand un jeune possède une voiture ça on le voit souvent. Ça on le voit souvent, parce que vous êtes dans une voiture flamande, on va vous dire contrôle d'identité, où est-ce que vous avez trouvé cette voiture, vous travaillez où? On va poser une tas de questions. Donc c'est comme c'est pas normal pour vous de posséder une telle voiture, alors que pour une personne qui n'est pas racisée, c'est absolument normal, c'est correct. Donc,
amener la réflexion pour dire que mais c'est parce que vous habillez de telle manière qui fait que on vous interpelle. Je pense qu'il y a un plus grand danger aussi dans cette réflexion-là, c'est de dire aussi que vous devez rester à votre place. Donc vous êtes pauvre, vous n'avez pas le droit de posséder telle voiture. Parce que, à mon sens, quand je réfléchis un peu à ça, c'est ce que ça me c'est ça, comme message finalement. Donc le jeune noir, il va intérioriser le fait que si vous voulez pas vous faire arrêter là, faut pas acheter une grosse voiture. Faut pas acheter une grosse voiture. Faut rester dans votre truc. Exact. On vous met dans une case, vous êtes dans une case, il faut rester là-dedans. Dès que vous sortez de cette case-là, vous devenez quelqu'un de différent, il y a quelque chose qui se passe. On va vous faire comprendre que vous n'êtes pas à votre place là. On va vous faire comprendre que vous n'êtes pas à votre place, parce qu'on va toujours vous interpeller, vous interroger, même 4 à 5 fois dans la journée. Et finalement, mais si vous habitez par exemple Montréal-Nord, les agents, finalement, ils finissent par connaître. C'est ça. Là, ils vont continuer toujours à vous. Comme une sorte d'interpeller. C'est ça. Mais présentement, il y a cette situation-là qui se passe à Repentigny. Il y a plusieurs personnes qui ont porté des plaintes contre des policiers parce qu'ils se faisaient arrêter constamment. Puis d'où vraiment le journal Le Devoir a sorti effectivement le rapport parce qu'il y a beaucoup de tropettes à Repentigny. Êtes-vous déjà allé à Repentigny après 10h le soir? On m'a dit que c'est terrible. Moi, non. C'est pas une place qui me m'intéresse. Pour être allé, parce que des fois, tu sais, on a de la famille qui habite un peu partout. Oui. Donc, des fois, on se promène, on va voir la famille et tout. Puis, moi, souvent, j'ai des amis qui habitent à Repentigny, j'ai de la famille qui habite à Repentigny. Des fois, j'y vais. Une fois, après 10 heures, je me promène. Il y a une grande rue qui longe pour rentrer à Repentigny. Je me rappelle plus exactement du nom de la rue. Puis, avant de monter sur l'autoroute, ou bien des fois en sortant de l'autoroute, on prend cette rue-là pour aller à Repentigny. Okay. Puis lorsque j'étais sur la route, tout d'un coup, je me fais arrêter. Mais moi, ma plaque, elle vient de Montréal-Nord. Fait que là, maintenant, le policier il arrive et dit « tu viens de Montréal-Nord, toi? » « Ouais, qu'est-ce que tu viens faire ici? Des gars de Montréal-Nord, on n'en veut pas ici. » Ouais, carrément. Des gars de Montréal-Nord, on n'en veut pas ici. Il dit, je suis comme, ok, monsieur, je ne comprends pas pourquoi. Mais j'avais une casquette, j'avais un hoodie, j'avais un profil qui pouvait ressembler à un profil de jeune noir qui était dans les gangs de rue, tu comprends ce que je veux dire, par rapport à leur vision à eux, tu comprends ce que je veux dire. Donc, automatiquement, on fait A plus A, ça dit que ça se pourrait que tu fasses des choses qui soient illicites ou pas bien. Fait qu'à partir de là, maintenant, qu'est-ce qui arrive, c'est que on a porté un jugement sur moi. Carrément. Je dis, mais si tu sais pas comment répondre, si tu t'offusques rapidement, oublie ça. Tu vas leur donner raison. Exactement. Là, ils vont dire, tu vois, c'est pour ça que je t'arrête. On sait que tu sors du monde de même. T'as quelque chose à cacher. Oui, c'est ça. On te fouille tout de suite, puis c'est la réalité. Puis est-ce que vous connaissez des gens, ou vous-même, est-ce que vous avez déjà vécu du profilage, puis c'est quoi qui a été votre réaction face à ça? Moi, en tout cas, je préfère parler de quelqu'un assez proche de moi qui a déjà vécu ça, parce que, en fait, étant donné que je fais partie des personnes qui seraient comme dans l'attente des policiers, des agents de la police, comme un gars. J'aime ça depuis le Est-ce que je suis dans l'attente? Je suis bon, je suis correct. Je suis fait que je peux échapper à certains contrôles. Ben oui. Mais une fois, j'étais avec mon beau-frère. Il avait une voiture Chrysler et tout. Puis il est plus jeune que moi. Ou je suis plus vieux que lui. Et puis, quand il voulait comme aller en même voir ça, il me dit, oh merde, il y a un agent qui va le contrôler. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais yo, il me contrôle tout le temps. Et c'est les mêmes agents du SPVM, mais il contrôle tout le temps la même personne. Pourquoi? Parce que lui, il avait une voiture luxueuse. Oh, wow. Donc c'est... Puis comme... Ce que ça a comme conséquence, c'est que désormais, tu n'habites pas l'espace de la même façon qu'une personne non racisée. Donc désormais, tu ne marches pas sur un trottoir quand tu es sur la rue Roland de la même manière qu'une personne non racisée. Ou qu'une personne qui habite sur le plateau Montréal. T'es Parce que oui, t'es craintif.
Tu te dis, mais je peux tomber sur un agent de la police. Donc, tu as ça à l'esprit. En tout temps. En tout temps. Donc, si tu vois un agent de la police, tu te dis probablement, bon, il va me tomber dessus. Donc, tu n'habites pas l'espace de la même manière. Même quand tu es entré dans une boutique, il y a des agents de sécurité qui te regardent. Tu es obligé d'avoir une hypervigilance. Tu es obligé d'avoir une hypervigilance. Donc, fait que tu n'habites pas l'espace de la même manière et tu te sens comme une personne de seconde zone. Opprimé tout le temps. Oppressé, toujours surveillé. Toujours, il y a un soupçon qui te pèse. L'épée Damoclès est toujours sur ta tête. Toujours sur ta tête et c'est ce que je vois dans son comportement. Il n'avait pas vu d'agent du SPVM, mais il a déjà l'esprit que... Dans sa c'est ça, comme quand je vais y aller. Est-ce que je suis dans mon droit? Fait que il se sent pas comme quelqu'un... normal. Quelqu'un normal qui... Un honnête citoyen qui vit sa vie normalement. Mais pourtant, il fait rien de mal. Il fait rien de mal. Donc, c'est juste que c'est ça. Ça a comme conséquence que tu ne peux pas habiter l'espace de la même manière aussi. Tu te sens marginalisé, opprimé. Un citoyen de seconde zone. J'aime bien ce que tu dis. Tu te sens comme si un citoyen de seconde zone. Tu as toujours peur que la police vienne te réprimander, vienne te dire quelque chose. Tu ne veux pas être assis trois noirs ensemble. Tu ne veux pas être dans un parc ou être dans... le métro, juste on va te donner est-ce que tu habites le quartier, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu viens faire là, mais est-ce que je peux être dans un endroit où je peux être à l'aise pourquoi je dois comme justifier ma présence. Toujours rendre des comptes. Chez un part, on justifie mon pas, l'autre part, on justifie. Effectivement. Ça devient tannant et lourd. Mais pour conclure, comment vous pensez que les membres de la communauté devraient réagir face à une situation de profilage racial? Que je parle, que ce soit avec les policiers ou un tiers, n'importe comment ils devraient réagir. Parce qu'on voit qu'il y a des jeunes qui sont très réactionnels. Que quand on les arrête, vous êtes toujours en train de m'arrêter. Puis là, ça empire la situation. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces jeunes-là? Puis surtout aux parents aussi, qui doivent expliquer à ces jeunes-là qu'est-ce qui se passe présentement. Mais, à mon sens, pour moi, c'est normal. En tout cas, dans la plupart des cas, en tout cas, c'est un peu difficile de dire dans la plupart des cas parce que je n'ai pas de statistiques, mais étant donné que c'est fréquent, à mon sens, c'est normal qu'un jeune peut péter les plombs, entre guillemets, quand un agent de la police l'arrête. Parce que tu es un humain, tu n'es pas un robot là. Tu te fais interpeller 5 fois, 6 fois dans la journée. C'est de l'harcèlement. C'est pas drôle là. C'est comme ça, ça devient de l'harcèlement. Moi, j'ai déjà rencontré un jeune qui m'a dit bon, je fais rien, on m'arrête. Il vaut mieux que je fasse quelque chose. Tu vois? C'est ça. Donc, tu vois, c'est ça. Donc, il pousse les jeunes dans un autre extrême. C'est ça. Je pousse les jeunes dans un autre extrême. Le fait que pour le jeune, c'était impensable. Comme si on l'arrête dans sa tête, mais si on arrête quelqu'un, c'est parce qu'il appartient à une gang de rue, des affaires de ce genre. Donc, le fait que tu l'arrêtes sans raison, et pour lui, donc ça devient comme... Donc tu bascules dans l'autre côté. Donc désormais, tu penses que c'est pas impossible que tu sois dans un truc assez compréhensible. Donc fait que, pour moi, c'est une réaction humaine. Le fait de dire que... c'est une manière de se révolter. Bien sûr, on sait, ça ne va pas changer les choses. Parce que la police a tout un arsenal de règles pour dire que vous ne coopérez pas, vous n'avez pas de respect pour la police, vous avez manqué de respect. Il y a plein de trucs. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Si ça continue, ça persiste. À mon sens, en tout cas, moi étant comme quelqu'un qui étudie de la sociologie, j'ai tendance à penser de manière collective au lieu de chercher des solutions individuelles. Ça peut, bien évidemment, dans certains cas, apaiser un peu les tensions. Mais je ne dis pas qu'il faut révolter, c'est pas un appel à la révolte, bien évidemment, mais ce que je suis en train de dire, c'est collectivement qu'il faut se mobiliser. Collectivement qu'il faut se mobiliser. Collectivement, il faut créer, par exemple, des associations, il faut créer, par exemple, centres de recherche et porter
et créer une centre de recherche et porter le problème dans les médias, faire en sorte que les élus, parce que en parlent plus, et qu'il y ait aussi une vigilance aussi citoyenne de la société civile. Il y a une vigilance quand on dit qu'on va adopter telle proposition pour améliorer le rapport à la police citoyenne. Je pense qu'il faudrait être très véatif en ce sens et faire en sorte que ça s'applique de manière de manière adéquate, réelle, comme on dit. Donc, je pense que c'est en ce sens parce que c'est un problème collectif. Si c'était un problème individuel, oui, tu peux avoir un jeune assez qui dit ok, d'accord, je sais qu'on va m'interpeller, d'accord, je vais être cool, je vais être calme, assez comme friendly. Mais dans la majorité des cas, c'est pas ce qui se passe. Quelqu'un qui n'a pas mangé, qui n'a pas un emploi, qui a des dettes, tu peux demander à cette personne d'être il faut être gentil quand on vient de t'interpeller. Je pense que la solution est collective et c'est pas seulement de la communauté noire, donc il faut que la police agisse en ce sens et nous, comme communauté, je pense qu'il faut se lever. Oui. Qu'il faut tout le monde se mobilise. Se mobiliser, effectivement. Sur la situation. Ouais. Pour faire du pouce à ce que tu dis, là, oui, c'est un problème de société. Puis, au niveau de ce problème de société-là, oui, il faut qu'on se mobilise. Il faut que nous, en tant que parents, on ait une oreille aussi ouverte pour écouter nos enfants qui vivent qui sont victimes de ce genre de choses-là aussi. En les écoutant, ça les désamorce. En les désamorçant, ils vont être capables de parler lorsqu'ils vont être capables de voir un policier qui va agir de la sorte avec eux. Exactement. Donc, avoir une plus grande ouverture d'esprit, voir déjà où ce que le policier veut les amener, pour pas rentrer dans ce jeu-là avec eux. Avoir une ouverture d'esprit et d'essayer de garder le contrôle. Ce que je veux dire, parce que des fois, ils cherchent à nous faire perdre le contrôle. Il faut garder le contrôle et être aussi plus dans le mode éducatif. Non, c'est mon style vestimentaire, c'est comme ça que je m'habille. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des choses qui sont mauvaises et tout et tout. Prendre le temps de parler, c'est un être humain qui est devant nous. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait essayer d'améliorer le lien entre les policiers et les différentes aussi instances, parce qu'il n'y a pas juste les policiers, il y a des travails, il y a des personnes, des humains aussi qui vont faire du profilage. Puis je pense qu'il manque d'éducation, puis je pense que c'est ça qui fait peur aux gens. Oui. C'est vraiment ça, Jessica? Oui, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, je pense que c'est l'éducation qui fait en sorte que les choses peuvent s'arranger. Puis effectivement, d'être un dans tout ça, là, finalement, de se mobiliser collectivement. Je sais qu'il y a déjà des associations, des gens qui se regroupent pour dénoncer ça, mais je pense que si de commun accord on fait plus, là, je pense que ça va. De nommer, de les présenter, d'utiliser nos plateformes. Moi, je pense que c'est un problème systémique, fait que j'ai tendance à croire que ça passe beaucoup plus haut. Oui, ça c'est sûr. Juste par la gentillesse qu'on peut améliorer les choses. Et en quelques secondes, où est-ce qu'on peut te rejoindre sur les réseaux sociaux? Parce que là, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube. Oui, je suis sur Facebook, Ricardo Gustave, Ricardo Gustave, Instagram, ricardo.gustave. Yes. Gustave.gustave, moi je pense toujours plus. On va le noter en bas de l'écran, c'est pas grave. Tu vas trouver. Sur Twitter, c'est la même chose. Fait que je cherche encore un pseudonyme, j'en ai pas. Quel plaisir de t'avoir. C'est vraiment un plaisir. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est que les deux hommes qui sont sur la table ont beaucoup parlé. Oui, c'est vrai. Et c'est le fun, ça fait différent que ce soit toujours les femmes. Les femmes parlent beaucoup. Il y a des hommes qui savent s'exprimer, qui s'expriment bien, qui sont bien capables de dire les choses. Fait que sur ce, on donne à César, on remet à César. On donne à César ce qui appartient à César. Merci. La conclusion, bonne soirée.